Permettez-moi de saluer la présence parmi nous de Monsieur l'ambassadeur de l'Inde, qui nous fait l'honneur d'être présent. Nous sommes évidemment très sensibles. Chers amis du FEC, c'est en effet la seconde fois que je me retrouve parmi vous. On ne sait pas très bien si c'est 10 ou 12 ans, mais enfin bon, à 2 ans près. Chers amis des différents mouvements non violents, donc si j'ai bien compris, il me faut parler de Gandhi. Et pour une fois, je vais ne pas jouer au conférencier qui ignore le sujet dont il doit parler. Le 30 janvier 1948, vers 5 heures de l'après-midi, dans le jardin de la demeure où il réside à New Delhi, la Birla House, Gandhi se rend au lieu de la prière. Un homme s'incline alors devant lui comme en signe de respect et tire sur lui 3 balles de revolver. Gandhi s'affaisse et meurt aussitôt. Le jour même, dans un discours radiodiffusé à la nation, Nehru, le compagnon de Gandhi, devenu Premier ministre de l'Inde, déclare « La lumière de nos vies s'est éteinte, et partout il n'y a plus que ténèbres. Je ne sais que vous dire ni comment le dire. Notre chef bien-aimé, le père de la nation, n'est plus. La lumière s'est éteinte, ai-je dit. Mais j'avais tort. Car la lumière qui brilla sur ce pays n'était pas une lumière ordinaire. La lumière qui illumina le pays durant tant et tant d'années l'illuminera longtemps encore. Et dans 1000 ans, elle sera visible ici et le monde la verra. Et elle sera la consolation de cœurs innombrables. Cette lumière était en effet plus que le symbole d'un présent immédiat. Elle incarnait les vérités vivantes, éternelles, qui nous remémorant le droit chemin, nous tirant de l'erreur, conduisant ce vieux pays à la liberté. Le 27 juin 2007, je saute quelques années, l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution qui a décidé de célébrer chaque année, le 2 octobre, demain, la Journée internationale de la non-violence. Il s'agit en fait de célébrer l'anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi, qui est né le 2 octobre 1869. Ce qui est remarquable, c'est que dans ces considérants, la résolution votée par l'Assemblée générale des Nations unies, je le précise, affirme, je cite, la pertinence universelle du principe de non-violence. La pertinence universelle du principe de non-violence et souhaite favoriser une culture de paix, de tolérance, de compréhension et de non-violence. La pertinence universelle du principe de non-violence. La formule est remarquable par sa concision, sa clarté, sa rigueur, son exactitude. Et je dirais qu'elle est étonnante si l'on se ressouvient qu'elle a été signée par les représentants des États qui ne nous ont pas habitués à tenir quotidiennement un tel langage. Une fois n'est pas coutume, si vous le voulez bien, nous allons prendre les représentants des États au mot. Alors, affirmer la pertinence universelle du principe de non-violence, c'est par là même affirmer l'impertinence universelle de la violence, la non-pertinence de la violence, c'est-à-dire son incapacité totale à apporter une solution humaine aux inévitables conflits humains qui divisent les personnes, les communautés, les peuples, les nations et les États. Il a été dit tout à l'heure, en effet, que notre société, la culture de nos sociétés, ignore largement la signification de la non-violence. Nos sociétés sont dominées par une culture de la violence
Et cette culture de la violence, elle est structurée par ce que j'appellerais l'idéologie de la violence nécessaire, légitime et honorable. L'idéologie de la violence nécessaire, légitime et honorable, et chacun de ces trois mots est aussi important que les deux autres. Donc, il y a une ignorance fondamentale de la non-violence dans notre culture. Nous ne savons pas parler la langue de la non-violence. Nous avons seulement appris à parler la langue de la violence. Et alors, nous risquons, dans un premier temps, de percevoir l'idée même de non-violence à travers essentiellement des malentendus, des confusions. D'autant plus que cette expression se présente sous une forme négative, non-violent. Et pour peu que nous ayons une conception, une perception quelque peu positive de la violence, nous aurons une perception négative de la non-violence. Dans toutes les langues, moins par plus égale moins. Mais si nous avons une perception négative de la violence, alors le mot de non-violence va recevoir une signification positive, moins à moins égale plus. Alors, je voudrais dans un premier temps, si vous voulez, faire une clarification conceptuelle qui essaie de dépasser toutes les confusions que notre culture véhicule sur la non-violence. Essayez de bien situer ce à quoi la non-violence dit non. Et je voudrais distinguer pour ce faire ce que nous avons trop souvent l'habitude de confondre, le conflit, l'agressivité, la lutte, la force et la violence proprement dite. Le conflit, l'agressivité, la lutte, la force et la violence proprement dite. Je dirais au commencement est le conflit. Notre relation à l'autre, dans un premier temps, est le plus souvent une relation conflictuelle. Celui qui s'approche un peu trop près de moi alors que je ne le connais pas, je vais le percevoir essentiellement comme une menace. Comme celui qui veut venir prendre ma place, cette place que je me suis attribuée pour satisfaire mes propres besoins, qui est devenue ma propriété privée. L'autre, c'est donc celui dont les droits risquent d'empiéter sur mes propres droits, dont les désirs s'opposent à mes propres désirs, dont les ambitions se dressent contre mes propres ambitions, dont les projets contrarient mes propres projets, dont la liberté menace ma propre liberté. Nous sommes aussi des êtres de peur, et nous avons souvent peur de l'autre, parce que précisément nous le percevons comme une menace. Vous connaissez probablement les thèses de René Girard, qui a souligné que le plus souvent, les hommes étaient en conflit les uns avec les autres lorsqu'ils désiraient au même moment le même objet. Et même souvent, on imite le désir de l'autre. C'est ce qu'il appelle la mimésis d'appropriation. Vous connaissez peut-être, c'est pas cette histoire, deux enfants sont dans une même salle avec 10 jouets à leur disposition. Le premier enfant s'approprie un jouet que devinez-vous que le second enfant va désirer. Si mes calculs sont bons, mais vous me corrigerez, il lui reste 9 jouets à sa disposition, tout aussi jolis les uns que les autres. Mais le second enfant, qui probablement n'a pas encore lu l'œuvre intégrale de René Girard, va intérioriser le sentiment que si son voisin s'est approprié ce jouet-là, c'est parce que forcément c'est ce jouet-là qui est le plus désirable. Et il va vouloir désirer le même objet. Il va s'approcher de lui et tenter de lui arracher le jouet. Et puis ils vont probablement très rapidement oublier le jouet, leur rivalité va devenir violence pure. Coup de pied, de poing, pour ceux qui peuvent le faire, on arrache les cheveux. Et évidemment, ils vont être perdants dans l'affaire.
parler d'enfants, mais les adultes ne sont jamais que de grands enfants, et je vous invite non pas à imaginer, mais à vous souvenir la dernière fois où vous vous êtes retrouvé dans la situation du second enfant. Rassurez-vous, je ne demanderai pas de témoignage public. Alors, il m'arrive de faire des exposés devant des tout jeunes enfants dans les écoles primaires, j'ai longtemps refusé parce que j'avais peur. C'est facile de parler devant 3000 personnes, mais de parler devant 20 enfants comme ça. Bon. Alors, je leur dis, mais est-ce que ça vous est pas arrivé de désirer le même objet que votre voisine ou votre voisin? Alors là, ils sourient parce que là, ils ont beaucoup d'expérience, autant que nous. Alors, on dit comment faire? Mais ils trouvent très bien. Ils disent, mais peut-être qu'on peut partager l'objet. C'est ce qu'on appelle couper la part en deux. Maintenant, il y a des objets qu'on ne peut pas couper en deux, sinon de tout perdre. Bon, si je veux un vélo, on peut se partager les roues. Dans chacune d'une roue, on pourra jouer au cerceau, mais on ne pourra pas jouer au vélo. Ou bien trouver un équivalent fonctionnel de la pomme ou de l'objet, un autre fruit. Certains disent aussi, ils vont plus loin, ils disent on va demander à un adulte de nous arbitrer. Ils n'ont pas forcément le mot de médiation encore à la bouche, mais c'est de cela qu'il s'agit. La médiation. Et je crois en effet qu'il faudrait dans les cours d'école, dans les cours de récréation, déjà aussi avec les parents, apprendre le conflit aux enfants. C'est plus important que d'apprendre l'orthographe. Apprendre le conflit aux enfants. C'est-à-dire de ne pas leur demander de fuir le conflit, mais d'affronter le conflit, d'affronter l'autre, et d'arriver à faire en sorte qu'il y ait un compromis qui satisfasse les désirs légitimes des uns et des autres. Et ce principe de la médiation, que l'on peut déjà en effet mettre en œuvre dans les cours d'école, on peut le mettre en œuvre aussi dans toute la société, entre les voisins, qui risquent en effet d'en arriver aux mains pour un problème de hauteur barre. On peut éviter aussi les tribunaux par une médiation pénale, aussi au niveau des conflits interpersonnels comme au moment de divorce, et puis au niveau international, alors dans une autre registre, dans une autre dimension, faire en sorte qu'il y ait des médiations entre les adversaires. Donc c'est un des principes fondamentaux de la non-violence, pouvoir trouver des moyens qui permettent de trouver un compromis. Alors, dans ce conflit, je dois mettre en œuvre mon agressivité. L'agressivité n'est pas une puissance négative, elle est une puissance d'affirmation de soi. L'étymologie du mot agressivité, c'est le verbe latin adgradi, avancer vers l'autre. Je dois avancer vers l'autre pour revendiquer la reconnaissance de mes droits. Si je prends l'image, si vous voulez, du maître et de l'esclave, l'esclave, pour conquérir sa liberté, doit avancer vers son maître, pour revendiquer ses droits. Donc, il faut absolument que nous puissions réhabiliter le conflit, l'agressivité, comme étant une puissante affirmation de Dieu. Et il faudra parfois créer le conflit. Quand l'injustice est présente dans le désordre établi, il n'y a pas de conflit. Il faut créer le conflit pour pouvoir construire la justice. Dans la société des États-Unis des années 60, tant que les Noirs se résignaient à la domination raciste du pouvoir blanc, il n'y avait pas de conflit. C'est ce qu'on appelle l'ordre établi, la paix sociale. Martin Luther King a créé le conflit avec les Blancs pour précisément construire une société de justice. Et on lui a reproché justement de vouloir créer le désordre. Car quand le désordre est injuste, la revendication de la justice apparaît, lorsque l'ordre est injuste, la revendication de la justice apparaît comme un désordre. La lutte, c'est
vrai que l'existence est une lutte pour la vie. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la lutte afin de résoudre le conflit. Et là encore, distinguons bien la lutte et la violence. Il y a déjà maintenant quelques années, les spirituels condamnaient la lutte des classes comme étant une expression de la violence. On retrouve des lettres pastorales des évêques qui préconisaient l'amour des classes, la réconciliation des classes. Et encore aujourd'hui, on entend beaucoup de spiritualité qui invite au dialogue, à la réconciliation, au respect, à la tolérance. Mais la réconciliation n'est possible que dans la justice. Et probablement que la justice n'est possible que par la lutte. Donc, prêcher la réconciliation sans proposer des manières non violentes de lutter, cela risque d'être un discours qui ne s'applique pas à la réalité. Toute lutte est une épreuve de force. Et là encore, distinguons bien la force de la violence. C'est Simone Veil, la philosophe Simone Veil, qui disait que l'injustice était un déséquilibre des forces. Et que pour rétablir la justice, il fallait précisément créer une nouvelle force qui impose une limite à la force qui impose le déséquilibre. Donc, vous voyez, nous sommes déjà bien d'accord, le nom de la non-violence ne s'oppose ni au conflit, ni à l'agressivité, ni à la lutte, ni à la force. Donc il s'oppose en effet à la violence. Mais alors, soyons clairs sur la signification de la non-violence. Si je prenais les journaux d'aujourd'hui et que j'étudie chaque apparition du mot violence, on verrait que probablement selon le contexte, il a de très nombreuses significations. Et on en arrive à penser qu'il peut y avoir de mauvaises, mais aussi de bonnes violences. Et dès que nous utilisons le même mot pour désigner ce qui est bon et ce qui est mauvais, nous sommes déjà dans la confusion. Je crois qu'il faut, au contraire, avoir une pensée claire par rapport à la définition, la signification de la violence. Toute violence est un viol. À la racine de la violence, il n'y a pas la vie, mais le viol de la vie, c'est-à-dire la mort. Toute violence est le viol de la personnalité de l'autre. Je dirais de la dignité, de l'humanité de l'autre homme. Mais il faut aller encore plus loin, et c'est Simone Veil d'ailleurs qui disait que le froid de l'acier est aussi mortel. Elle comparait la violence à une épée, elle disait le froid de l'acier est aussi mortel à la poignée qu'à la pointe. C'est-à-dire que la violence, elle pervertit d'abord la dignité de l'humanité de celui qui exerce la violence. Et on sait d'ailleurs que parmi les soldats qui vont combattre pour la liberté, pour la démocratie, pour la civilisation, on en fait des héros. Sur le terrain, très souvent, ils prennent conscience qu'en réalité, ils sont des criminels. Et ils sont gravement traumatisés par la violence qu'ils exercent. Et parfois, ils ne s'en remettent pas. Et nous savons que parmi les anciens combattants, beaucoup se retrouvent dans des hôpitaux psychiatriques. Ne disons pas non plus que la violence est partout dans la nature et qu'elle est dans l'homme comme elle est partout dans la nature. En réalité, dans la nature, c'est la loi de la nécessité qui s'impose. Alors c'est vrai que la roche qui se détache, la pierre qui se détache de la roche peut tuer l'homme, mais elle ne le sait pas, elle ne le veut pas, elle n'en a pas l'intention. C'est la loi de la nécessité. De même, c'est vrai, mon chat mange ma souris, mais il ne le sait pas. Bon. Lorsqu'un lion tue une biche, il ne fait que préparer son repas. L'homme est le seul dans la nature à pouvoir dépasser la loi de la nécessité pour respecter la loi de la liberté. Alors, je ne sais pas si on vous a posé la question quand vous faisiez
des études secondaires pour le baccalauréat, est-ce que l'homme est bon ou méchant par nature? Bon, alors vous êtes première partie, oui, l'homme est bon par nature, deuxième partie, non, l'homme est méchant par nature, vous essayez de faire une conclusion en disant qu'il était un peu bon, un peu méchant. Bon. Je crois que la vérité est tout autre et il faut résoudre le problème tout à fait différent. Je crois qu'en réalité, l'homme est à la fois incliné à la violence par la nature et disposé à la non-violence par la nature. L'homme est à la fois capable de malveillance et de bienveillance, d'amour et de cruauté, de tendresse et de haine. Et il a la liberté de choisir. L'homme est cette liberté. Je suis cette liberté. L'homme est violent par liberté. Il est bon également par liberté. Et la question, c'est de savoir quelle est la part de la nature que j'ai cultivée. Or, trop souvent, précisément, nous avons cultivé la violence en laissant inculte toute la part de non-violence qu'il y a en nous. Alors, Gandhi disait que finalement, la non-violence était l'exigence de vérité. Il en venait à penser que la vérité était la non-violence. Et que, par conséquent, pour accomplir son humanité, l'homme devait rechercher la non-violence. D'ailleurs, si la vérité n'est pas une exigence fondamentale de la vérité, il viendra toujours un moment où les hommes, pour défendre la vérité, recourront à la violence. C'est ce qu'on voit tous les jours. Et ils ne s'aperçoivent pas qu'en voulant défendre la vérité par la violence, ils ont commencé par renier la vérité qu'ils voulaient défendre. Donc je crois qu'il faut prendre au mot Gandhi lorsqu'il nous assure que la vérité de l'homme est la non-violence. Je voudrais ici aussi souligner que pour Gandhi, Dieu est non-violence. Alors, ce n'est pas anecdotique de dire cela, notamment par les temps qui courent, même si, après tout, cela fut de tous les temps. Gandhi pensait que la connaissance de Dieu ne venait pas d'une révélation extérieure, mais d'une exigence intérieure qui s'exprime par ce qu'il appelait la petite voix tranquille de la conscience et de la raison. Gandhi affirmait le primat de la raison sur la religion. La raison doit juger la religion. Et quel est le critère essentiel au nom duquel la raison doit juger la religion? C'est précisément le critère de la non-violence. Et Gandhi en vient à dire la seule religion qui vaille, c'est la religion de la non-violence. Également, cette affirmation de Gandhi, le seul moyen de connaître Dieu est la non-violence. Le seul moyen de connaître Dieu est la non-violence. Si nous mesurons l'ignorance de la non-violence dont les religions instituées ont fait preuve, nous pouvons penser qu'elles n'ont pas connu Dieu, puisqu'elles ne connaissaient pas la non-violence. Pour faire court, je dirais que la grande question théologique est une question d'orthographe. Comment écrivez-vous le Dieu des armées? Il y a deux manières de l'écrire. Des armées en un seul mot, ou des armées en deux mots. Le problème, c'est que de nombreux scribes ont écrit le Dieu des armées en deux mots avec une énorme faute d'orthographe, et que cette faute d'orthographe a été recopiée de siècle en siècle. Il faut désarmer les dieux. Désarmer les dieux, qui sont tous des faux dieux. Le vrai Dieu, il ne faut pas le désarmer, il n'est pas armé. Tous les dieux encolérés, tous les dieux jaloux, tous les dieux violents, qui ont été inventés par les hommes, mais qui parfois ont été écrits dans des livres, écrits par des hommes, mais dont on a parfois voulu
pensaient qu'ils avaient été soufflés par Dieu. Et là, il faut être œcuménique. Hein, et ne pas vouloir stigmatiser telle religion particulière. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y a de nombreux versets qui nous présentent Dieu comme un Dieu armé, comme le Dieu des armées, en 2 mots. De même dans le Coran. J'ai la chance d'avoir été très souvent au Moyen-Orient ces dernières années. Liban, Jordanie, Irak, Syrie, Palestine. J'ai de très nombreux amis musulmans. Nous réfléchissons sur la non-violence. Et nous arrivons à penser qu'en effet, il y a des ruptures à faire avec les doctrines dominantes par rapport à ce problème de la violence. Les religions ont construit des théologies de la violence juste, de la guerre juste, de la violence légitime. On a fêté la fin de la Grande Guerre de 14. C'était pas une guerre de religion, la guerre de 14. Mais les religions étaient des religions de la guerre. Vous voyez comment, du côté allemand comme du côté français, les autorités religieuses ont béni la guerre. Ne voulant pas écouter Benoît XV qui, lui, dénonçait la guerre comme une entreprise fratricide. Alors, il nous faut ce dialogue de vérité sur la problématique de la violence et de la spiritualité. Je crois que le drame des spiritualités, c'est qu'elles ont ignoré l'exigence de nos violences. Donc elles ont finalement justifié la violence, et qu'il y a eu à la fois une rhétorique sur l'amour et une rhétorique sur la violence. Et jamais la non-violence a été essayée. Car je voudrais souligner combien mon propos est modeste. Il ne s'agit pas de vouloir que la non-violence s'applique toujours et partout. Il peut y avoir des situations de nécessité, où la violence apparaît nécessaire pour éviter le pire, donc pour un moindre mal. Mais nécessité ne vaut pas légitimité. La nécessité de la violence, lorsqu'elle peut apparaître dans une situation donnée, n'efface pas l'exigence de non-violence. Car si je justifie la violence sous le prétexte de la nécessité, je rends la violence sûrement nécessaire et j'enferme l'avenir dans la nécessité de la violence. Et Gandhi lui-même reconnaissait qu'il n'y avait pas de non-violence absolue. Alors, il y a l'intellectuel français, il a une vérité qu'il aime bien répéter et dire, surtout s'il est universitaire, c'est la non-violence a des limites. Là, il est content. La non-violence a des limites. Il est sûr de ne pas être contredit. Le problème, c'est qu'il ne connaît pas les limites de la non-violence. Parce que pour connaître les limites de la non-violence, encore faudrait-il avoir appris ses possibilités. Si j'étudie que les limites de la non-violence, je n'en connaîtrai jamais ses possibilités. Si j'en étudie ses possibilités, j'en connaîtrai ses limites, mais j'apprendrai à les dépasser. Donc, la violence peut être nécessaire, elle n'est jamais juste, elle n'est jamais vraie. Il faut absolument que nous puissions, de ce point de vue-là, établir une véritable révolution copernicienne. Alors, c'est le problème dans l'action de la fin et des moyens. C'est à la fois un problème philosophique et un problème stratégique. Je crois que le génie de Gandhi, c'est d'avoir réconcilié l'exigence spirituelle et le réalisme politique. D'avoir réconcilié l'exigence philosophique et le réalisme stratégique. Et Gandhi a proposé la non-violence à la fois comme une sagesse, comme une philosophie, comme une spiritualité, mais aussi comme une politique, comme une stratégie. Et il a un discours que j'aime beaucoup, qu'il a fait en 1942, au congrès de toute l'Inde. Il dit ceci. En 1942, l'indépendance n'est pas encore acquise, ils sont toujours dans la lutte pour l'indépendance.
La non-violence m'est un credo, affirme Gandhi, le souffle de ma vie. Mais je ne l'ai jamais proposé à l'Inde comme un credo, ou d'ailleurs à quiconque, sauf à l'occasion, lors de conversations informelles. Je l'ai proposé au Congrès comme une méthode politique, destinée à résoudre des problèmes politiques. Il est possible que ce soit une méthode nouvelle, mais elle n'en perd pas pour cela son caractère politique. Comme méthode politique, elle peut toujours être changée, modifiée, transformée, abandonnée, même en faveur d'une autre. Si donc je vous dis que notre politique ne doit pas être abandonnée aujourd'hui, je vous parle sagesse politique. C'est de la perspicacité politique. Elle nous a servi dans le passé, elle nous a permis de parcourir de nombreuses étapes vers l'indépendance, et c'est en tant qu'homme politique que je vous avertis que ce serait une grande faute d'envisager son abandon. Si j'ai entraîné le Congrès derrière moi toutes ces années, c'est en ma qualité d'homme politique. Il n'est pas juste de qualifier ma méthode religieuse parce qu'elle est nouvelle. Donc je crois que ce texte est très important parce qu'il ne sépare pas, mais il distingue la sagesse philosophique de la non-violence et la stratégie politique de l'action non-violente. Gandhi distinguait la lâcheté, la violence et la non-violence. Il affirmait que mieux fallait-il être violent que lâche. Et il était dans la réalité concrète de la vie du peuple indien. Il préférait que les Indiens luttent pour la liberté par la violence plutôt qu'ils se résignent lâchement à la servitude de l'impérialisme britannique. Donc, mieux vaut la violence que la lâcheté. Alors, il faut lire Gandhi jusqu'au bout, parce que certains ne font que cette citation de Gandhi. Il dit, mais Gandhi préconisait la violence et tout ça. Non, il ajoute, mais la non-violence est supérieure à la violence et à la lâcheté. Donc, il nous libère du piège où nous aurions qu'à choisir entre la violence et la lâcheté. Au demeurant, au niveau du discours, nous sommes prêts à choisir la violence. Au niveau de la réalité, c'est beaucoup moins sûr. Je ne sais pas dans quelle organisation clandestine vous militez pour l'indépendance de l'Alsace, mais enfin, le plus souvent, nous évitons la violence. Non pas par courage, pas forcément par lâcheté, mais enfin, ce n'est pas non plus la non-violence que nous choisissons. Donc, on sort du dilemme violence-lâcheté et nous avons un troisième choix, violence, lâcheté, non-violence. Et pour Gandhi, la non-violence est préférable et à la lâcheté et à la violence. Alors je vais le citer pour être précis. Je crois que là où il y a le choix entre la violence, la lâcheté et la violence, je conseillerais la violence. Et il est précis. C'est pourquoi je préconise à ceux qui croient à la violence d'apprendre le maniement des armes. Je préférerais que l'un eût recours aux armes pour défendre son honneur que de l'avoir par lâcheté devenir ou rester l'impuissant témoin de son propre déshonneur. Mais je crois que la non-violence est infiniment supérieure à la violence, que le pardon est plus humain que le châtiment. La non-violence est la loi de l'espèce humaine, comme la violence est la loi de la brute. L'esprit est assoupi chez la brute et celle-ci ne connaît d'autre loi que la force physique. La dignité de l'homme réclame de lui l'obéissance à une loi supérieure, à la puissance de l'esprit. Je voudrais souligner, parce que ce n'est pas sans importance, qu'un des maîtres à penser de Gandhi, c'est Tolstoï. C'est le chrétien Tolstoï. Gandhi a lu les écrits de Tolstoï, et vous savez peut-être que pour Tolstoï, le cœur même de l'évangile, c'était... Alors, si vous avez une Bible, vous verrez, il est écrit, quand Jésus réfute la loi du talion, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Non résisterez à mal. Mais c'est absurde, ne pas résister aux méchants. Mais ce que c'est qu'il faut résister aux méchants. Et le petit-fils de
Tolstoï m'assurait, je ne lis pas le russe, mais m'assurait que son grand-père, chaque fois qu'il parlait de non-résistance au mal, il disait non-résistance au mal par la violence. Et si je vais voir le texte grec de l'Évangile, la vraie traduction serait ne pas résister au mal en imitant le méchant. Ah, Jésus redevient intelligent et nous aussi. Il ne s'agit pas de ne pas résister au méchant, il s'agit de ne pas résister au mal en imitant le méchant. Car si j'imite le méchant, je redouble le mal et je deviens méchant moi-même. Donc, c'est cela aussi le courage de résister au mal en refusant d'imiter le méchant. Alors, il y a chez Gandhi deux problématiques. On a souvent dit que la non-violence était justement de faire place au dialogue, c'est vrai, au maximum que nous puissions le faire, mais ce qui caractérise souvent l'injustice, c'est que le dialogue n'est pas possible entre celui qui subit l'injustice et celui qui est responsable de l'injustice. Donc il va falloir créer les conditions du dialogue, c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de la lutte. Alors, c'est pour ça qu'il y a une double dynamique, je dirais, convaincre si possible, contraindre si nécessaire. Convaincre si possible, contraindre si nécessaire. Gandhi affirmait que ce qui faisait la puissance de l'Empire britannique aux Indes, ce n'était pas tant la capacité de violence des Anglais que la capacité de résignation, de collaboration des Indiens, de soumission des Indiens. Je le cite, « Ce ne sont pas tant les fusils britanniques, affirme-t-il, qui sont responsables de notre suggestion que notre coopération volontaire. » Et dès lors, pour libérer les Indiens du joug qui pèse sur eux, Gandhi va leur proposer des actions de non-coopération, y compris de désobéissance civile. Le gouvernement, sur Gandhi, n'a aucun pouvoir en dehors de la coopération volontaire ou forcée du peuple. La force qu'il exerce, c'est notre peuple qui la lui donne entièrement. Sans notre appui, 100 000 Européens ne pourraient même pas tenir la 7e partie de nos villages. La question que nous avons devant nous est par conséquent d'opposer notre volonté à celle du gouvernement, ou en d'autres termes, de lui retirer notre coopération. Si nous nous montrons fermes dans notre intention, le gouvernement sera forcé de plier devant notre volonté ou de disparaître. Il ajoutait, une nation de 350 millions de personnes n'a pas besoin du poignard de l'assassin, elle n'a pas besoin de la coupe de poison, elle n'a pas besoin de l'épée, de la lance, de la balle du fusil, elle a seulement besoin de vouloir ce qu'elle veut et d'être capable de dire non. Et cette nation apprend aujourd'hui à dire non. Donc Gandhi n'a pas, malgré tout, refusé l'idéal de convaincre les Anglais. Mais il s'est bien rendu compte que les Anglais ne voulaient pas se laisser convaincre et qu'il fallait donc les contraindre. Vous savez probablement, si vous avez vu notamment le film de Richard Attenborough sur Gandhi, que la grande épopée de la lutte pour l'indépendance de l'Inde, c'est ce qu'on a appelé la marche du sel. Le Congrès de l'Inde a décidé d'organiser une campagne de désobéissance civile pour faire pression sur le gouvernement britannique. Désobéissance civile. L'expression est essentielle. Notre doctrine de la démocratie est fondée sur l'obéissance à l'État. Le bon citoyen, c'est le citoyen qui obéit aux lois. Quelle que soit la loi, en quelque sorte. La loi est juste parce qu'elle est la loi, nous dit-on. Alors je crois qu'il faut refuser absolument cette problématique. Nous sommes responsables de notre obéissance à la loi. Il nous appartient donc de juger la loi à laquelle on nous demande d'obéir. Autant, en effet, c'est un devoir civique d'obéir aux lois justes, autant c'est un devoir civique de désobéir aux lois injustes. C'est Henri David Thoreau qui, le premier, a mis un peu ce principe en évidence en disant « l'homme est citoyen avant d'être sujet ».
il ne doit pas avoir le même respect pour le bien que pour la loi. Donc désobéir à la loi injuste. Et on dira, mais ça va créer le chaos. Si chacun fait ce qui lui plaît, ce qu'il veut. D'abord, c'est pas facile de désobéir à la loi. Donc nous réfléchirons avant, probablement. L'obéissance à la loi, elle nous maintient dans une certaine sécurité. Elle nous laisse tranquilles. Désobéir à la loi va nous promouvoir dans l'insécurité. Et puis la loi prévoit la répression pour sanctionner les désobéissants. J'ai créé l'idéologie de désobéisseur pour celui qui désobéit à la loi injuste. Parce que le désobéissant, selon le dictionnaire, parce que le substantif n'existe pas en français. Il y a simplement l'adjectif désobéissant. Et si vous regardez vos dictionnaires, à l'explication désobéissant, on dira le mauvais élève désobéissant. Ou il y a même un dictionnaire qui parle de la fillette désobéissante. C'est le double handicap, si j'allais dire. Alors, je parle de désobéisseur, c'est-à-dire de l'acteur qui assume son acte de désobéissant pour assumer ses responsabilités civiles. Ce n'est pas la désobéissance civile qui crée le désordre et la dictature, c'est l'obéissance servile des citoyens. C'est cela qui crée la justice. Donc il faut absolument que nous puissions juger les lois, et généralement, je distingue la désobéissance civile de l'objection de conscience. L'objection de conscience, généralement, est une action le plus souvent individuelle, qui est justifiée, notamment de celui qui refuse de faire la guerre. Vous savez qu'actuellement, il y a en Israël des femmes et des hommes qui se déclarent objecteurs de conscience, parce qu'ils et elles refusent d'aller faire la guerre en Palestine. Et il leur arrive de se retrouver en prison. La désobéissance civile est un mouvement collectif de citoyens. Et ça n'est pas tant la moralité qui doit être recherchée, mais l'efficacité. Bien sûr, le désobéisseur est aussi un objecteur de conscience. Mais il entend donner à sa désobéissance une portée politique et donc une portée collective. Alors, tenter le dialogue au maximum, et dans la mesure où il est possible, peut-être permettra-t-il de résoudre le conflit. Mais bien souvent, il faudra passer à des actions de contrainte, de non-collaboration. Par exemple, le boycott. Le boycott est une action de contrainte. Martin Luther King a pratiqué de nombreux boycotts dans les ghettos noirs. Et si finalement les commerçants cédaient au boycott, c'était beaucoup plus parce que le boycott mettait en cause leur intérêt. C'était pour défendre leurs intérêts beaucoup plus que pour promouvoir les principes de l'égalité entre les hommes. Donc, créer un rapport de force et puis tenter de trouver en effet un compromis. Donc je crois que l'apport de Gandhi est décisif. La non-violence, c'est l'universel. Je crois que le grand défi de nos sociétés, de nos cultures, c'est de trouver un référent universel. On dit souvent dans nos sociétés pluriculturelles qu'il faut respecter nos différences. C'est une idée juste, mais c'est une idée faible. Je crois qu'il ne s'agit pas tant de respecter nos différences que de refuser nos ressemblances. Et qu'est-ce qui fait que nos cultures se ressemblent? C'est qu'elles sont toutes des cultures de la violence. Refuser nos ressemblances. Et je crois que nous avons donc un double travail de discernement, chacun dans sa propre culture. Chacun dans sa propre culture. C'est discerner tout ce qui, dans nos cultures, justifie la violence, comme le principe de la lutte pour la justice, et rompre avec tout ce qui justifie la violence, exigeant de rupture. Et
quand je suis au Moyen-Orient, quand je suis en Afrique, quand je suis en Amérique latine, je fais ce travail avec mes amis. Et c'est remarquable, ils trouvent tout de suite, très rapidement, avec quoi il faut rompre. Exigence de rupture. Mais il faut aussi discerner ce qui, dans notre culture, et c'est vrai dans chacune de nos cultures, ce qui est un appel au bien envers l'autre, à la bonté envers l'autre, au respect de l'autre. Et là, nous avons une exigence de fidélité. Et si précisément nous avons ce double travail de discernement, et si nous sommes à la fois fidèles à l'exigence de rupture et à l'exigence de fidélité, alors nous allons tous nous retrouver dans la même culture de la non-violence, c'est-à-dire dans l'universel. Bien sûr, chaque culture gardera la couleur qui lui est propre, mais elle pourra rejoindre l'arc-en-ciel de la non-violence. Dans l'arc-en-ciel, le rouge est différent du vert, mais le rouge ne s'oppose pas au vert. Dernière réflexion, si vous le voulez bien. Je crois que la violence ne sait que détruire les ponts et construire des murs. La non-violence nous invite à détruire les murs et à construire des ponts. Seulement, la difficulté, c'est que l'architecture des ponts est infiniment plus compliquée que l'architecture des murs. L'architecte d'un mur, il lui suffit d'être un imbécile, il amasse pierre sur pierre en suivant la loi de la pesanteur. L'architecte du pont, lui, doit rassembler des pierres en étant maître de la loi de la pesanteur. Il faut vaincre la loi de la pesanteur pour construire des ponts. Alors nous sommes tous des architectes. Et la question qui nous est posée, est-ce que nous sommes prêts à détruire les murs et à construire des ponts? Je rappelle pour mémoire que le mur de Berlin qui s'est effondré le 9 novembre 1989 n'a pas été détruit par les armes de destruction massive de l'Occident. Il a été détruit sous la pression de la résistance non violente des femmes et des hommes des sociétés civiles de l'Est. Rappelez-vous le laboratoire polonais avec le syndicat Solidarność. Mais là encore, les universitaires français ont beaucoup de mal à comprendre ça. Que c'est la non-violence qui a fait tourner la page de l'histoire. Et puis, il y a encore, malheureusement encore des murs qui sont bien debout aujourd'hui. Notamment le mur de Jérusalem ou de Bethléem, c'est celui-là. Et puis, il y a aussi, pas simplement les murs qui martyrisent la géographie, il y a les murs dans notre cœur, dans notre intelligence. Et il faut aussi détruire ces murs et construire des ponts. Et seuls ceux qui construisent des ponts, là où ils sont, construisent l'avenir et font œuvre de paix. Donc, je vous laisse rayer la mention inutile pour savoir si nous sommes les uns les autres des architectes des murs, des architectes des ponts. Je n'ai aucun doute sur la bonne réponse que vous ferez. Alors, je crois que notre monde est malade. Les malades de la violence et les malades de la guerre, nous ne le savons que trop. Seulement, je crois que la violence n'est pas la solution, elle est le problème. Et que par conséquent, nous sommes invités à trouver la réponse au problème de la violence. Et j'ai la faiblesse de penser que Gandhi, qui ne nous donne pas des solutions toutes faites, mais nous invite à le suivre dans la recherche des solutions constructives à la violence en mettant en œuvre des méthodes de l'action non violente. Et je veux espérer que les uns et les autres, en travaillant ensemble et en travaillant aussi avec les réseaux qui se constituent dans les autres sociétés, nous pourrons construire pour nos enfants une terre fraternelle, enfin. Je vous remercie de votre attention.
des questions. Voilà, la parole est à qui veut bien la prendre. Le plus compliqué, c'est de poser la première question. Supposons qu'elle ait été déjà posée. Qui veut poser la seconde question? Avant d'arriver à la troisième, parce que sinon... Le silence est impressionnant. Oui. Pourrait-on faire des travaux pratiques? Je suis très mal à l'aise avec cette histoire de notre intervention en Irak. Qu'est-ce que faire dans cette situation où deux cultures s'affrontent et où le criminel est désigné selon l'autre et le criminel, il y a l'autre criminel qui... Je sais pas. Dans ma tête, je suis pas clair avec toute cette histoire. Est-ce que vous avez eu une réflexion sur cette situation que nous vivons actuellement avec l'implication de la France en Irak notamment? Et par rapport à cette violence qui a été filmée aussi par leurs auteurs avec la mort. Alors, ce qui serait bon, c'est que nous puissions nous retrouver 8 jours ensemble, peut-être un peu moins nombreux à chaque fois, et que nous puissions faire des ateliers de réflexion stratégique où nous essayons de bien comprendre la situation et d'essayer d'évaluer quelles sont les forces en présence, quelles sont les injustices en présence, quelles sont les violences en présence. On ne va pas pouvoir le faire ce soir, mais je ne vais pas me dérober, même si, bien sûr, je ne vais pas pouvoir prendre le temps de répondre à toute la complexité de votre question. Mais nous nous la posons toutes, bien sûr. Et j'imagine qu'il eût été anormal qu'elle ne soit pas posée. Ben, je crois qu'il y a tout un héritage dans ces situations. Héritage de confrontation, de guerre, notamment entre le monde arabe et le monde occidental. Et quelque part, nous payons aujourd'hui la facture. Les colonialismes, les dominations, les empires qui se sont développés dans tous ces pays ont laissé des traces. Et il y a donc une révolte. Je peux comprendre cette révolte. Faite d'humiliation, d'avoir subi tant d'humiliation, tant d'injustice. Alors, malheureusement, cette révolte, elle peut s'exprimer par la violence. Car il n'y a pas non plus de culture de non-violence dans ces pays. En même temps, je crois que, je disais qu'il peut y avoir des nécessités de la violence, mais je remarque que beaucoup d'observateurs, y compris en Occident, disent que la violence ne peut pas être une solution. Ils disent qu'il faudra des solutions politiques. On dirait, oui, mais alors quelle solution politique? Il faut quand même faire le bilan. La guerre qui a été faite en Irak a tout détruit et n'a rien construit. En Libye, alors, on ne peut pas tuer tous les terroristes, entre guillemets. Le terrorisme n'est pas la guerre. La guerre, c'est une action réciproque de deux forces organisées. On ne peut pas gagner la guerre contre le terrorisme. On ne peut pas tuer tous les terroristes. Alors, toutes les frappes que l'on fait actuellement sur l'Irak, sur la Syrie, on détruit les raffineries, par exemple. Mais ça veut dire que si jamais on tuait tous les terroristes, ceux qui resteraient n'auraient plus de pétrole. Non, je crois que les destructions de la violence risquent d'aggraver la situation plutôt que de favoriser la paix. Alors, je crois qu'il y a un échec de la communauté internationale.
mais qui remonte à bien des années, Alors, dans cette violence, je crois, il y a une part d'irréparable. C'est l'abbé Pierre qui me disait un jour, il faut faire la part à l'irréparable. J'étais un peu surpris par cette réflexion. Puis, j'ai compris qu'il avait raison, il faut faire sa part à l'irréparable. Nous n'allons pas, quand sur un territoire donné, tous les acteurs utilisent la violence, il ne faut pas demander des comptes à la non-violence. Pour autant, et ça c'est intéressant à savoir, mais ça ne fait pas la une des journaux, c'est que dans tous ces pays, il y a des réseaux de citoyennes et de citoyens qui réfléchissent à la non-violence. Et qui ont bien conscience que la violence est incapable d'apporter une solution. J'ai été invité il y a quelques mois, maintenant un peu plus d'un an à vrai dire, en Irak, tout particulièrement dans l'Irak, dans le Kurdistan. J'étais invité par les professeurs, par les présidents des universités, avec des amis libanais, puisqu'avec des amis libanais, nous avons créé une université arabe pour la non-violence à Beyrouth. Les présidents des universités de l'Iran nous ont invités pour dire, voilà, nous savons ce qu'est la violence. Elle a tout détruit, et nous savons qu'elle ne peut rien reconstruire. Or, nous voulons reconstruire la société civile, et nous ne le ferons pas avec les armes. Donc, nous demandons de venir faire des cours dans les universités irakiennes. Et nous avons même rencontré 4 ministres du Kurdistan qui ont complètement soutenu ce projet. Alors bien sûr, actuellement, avec les événements récents, les choses ne peuvent pas se mettre en place. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont renoncé à cette volonté des civils, car il y a une société civile dans ces pays, et qui n'est pas tout engagée dans des milices. Et cette société civile qui résiste au jour le jour, quotidiennement, à la violence, eh bien, pense qu'il faut en effet préparer l'avenir, notamment par une éducation à la non-violence. Une éducation à la non-violence. Un des aspects tragiques de cette violence, c'est l'impact qu'elle a sur les enfants, sur la destruction du psychisme. Il y a un autre élément que je voudrais donner, mais là encore, je vais être beaucoup trop rapide, mais quand même, je voudrais le donner. C'est que, en ce qui concerne le conflit palestinien, difficile de parler de la Palestine en France parce que très vite ça devient irrationnel. Là encore, la violence ne va pas pouvoir résoudre le conflit. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas à mettre en place ce que proposent de nombreux Palestiniens, un boycott des produits venant des colonies israéliennes? J'ai bien pesé mes mots, je n'ai pas dit d'Israël, j'ai dit des colonies israéliennes, qui sont illégales. Boycotter en France les produits. Et c'est une action organisée internationalement. BDS, boycott des investissements, sanctions. Et c'est des Palestiniens qui au départ m'ont demandé. Vous voulez dire quelque chose? Oui, j'attends qu'il vous termine. Pardon? J'attends qu'il vous termine. Ah, d'accord. Alors, le problème, c'est qu'en France, notamment, ce boycott est illégal. Et il y a eu des procès pour des citoyens et des citoyennes français qui ont mis en œuvre ce boycott. On le déclare illégal sur prétexte qu'il serait une œuvre de discrimination vis-à-vis du peuple israélien. Absolument pas. Il y a des Israéliens qui soutiennent le boycott. Il y a des Israéliens qui sont en désaccord formel avec la politique de l'État israélien. Donc il ne s'agit pas du tout d'une œuvre de discrimination, il s'agit d'une œuvre de discernement et d'une œuvre de justice. Et je crois savoir que que l'État israélien a très peur de ce boycott au niveau international. Je vous en prie, madame. Oui, excusez-moi, moi je suis italienne, peut-être je ne sais pas si on arrive à comprendre les choses que je vous pose. Et la question que je voulais vous poser, c'était par rapport à la violence, je pense que la violence vient de la puissance de
le pouvoir, dans les grands pouvoirs, dans les grandes puissances, pas dans les pauvres. Oui, c'est vrai. Je dis que la violence, ils partent dans l'eau. Ah oui, c'est l'action des puissants et non pas des pauvres. Oui, pas des pauvres. Et mon question, c'était maintenant que déjà on est dans un contexte, nous sommes tous dans un contexte où vraiment la violence c'est partout, c'est dans l'école, c'est dans l'établissement, c'est partout. Comme il faut faire, comme il faut communiquer avec les autres, et utiliser la non-violence. C'est ça mon question. Je ne sais pas si vous avez compris parce que... Ben écoutez, ce que j'ai compris, et là je suis d'accord avec vous, c'est que la violence est l'arme des puissants. Oui. Est l'arme des puissants. Et que précisément, c'est aussi la raison pour laquelle les opprimés n'ont pas intérêt à se situer sur le registre des puissants, sur le terrain choisi par leurs adversaires. Je parlais du mur de Berlin qui a été détruit par la résistance non violente des citoyens de l'Est. J'ai rencontré un Damichnik en Pologne en 85, avant 89, avant la chute du mur de Berlin. Elle me disait pourquoi nous avons choisi la non-violence, précisément parce que nous n'avons pas les moyens de la violence. Nous n'avons pas les moyens de la violence. Et si nous utilisions les quelques moyens de la violence que nous pourrions avoir, mettre le feu par exemple au siège du Parti communiste, on peut toujours essayer, ça ne peut que déclencher la répression. C'est un point que je n'ai pas souligné tout à l'heure, mais il est essentiel, c'est que toute action de contestation provoque la répression de l'État. Mais alors, si j'utilise la violence, eh bien, je justifie la répression de l'État. Et j'accrois la répression de l'État. Si j'utilise la résistance non violente, je vais aussi déclencher la répression. Mais cette répression restera sans justification. Et si j'ai l'appui du non, peut-être que je serai en mesure de vaincre la répression. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé pour les Noirs de Martin Luther King. Lorsque certains Noirs pensaient que la non-violence de Martin Luther King était très belle, mais trop gentille et pas assez rapide. Par exemple, le Black Muslims ou les Black Panthers. Ils ont voulu utiliser la violence. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Un surcroît de répression dans les ghettos noirs. Et ça a été l'échec total. C'était l'échec total. Donc Martin Luther King disait, il faut remplir les prisons. On ne peut pas mettre un peuple en prison, remplir les prisons. Si je suis tout seul, bien sûr, je risque de ne pas être en mesure de tabler un rapport de force. Mais c'est la loi du nombre aussi, la résistance non violente. C'est la loi du nombre. Donc c'est le problème de l'organisation. Et l'organisation n'est jamais facile. N'est jamais facile. Mais je crois que... alors par exemple, je disais tout à l'heure à table, nous sommes donc le 2 octobre demain. Le Monde qui est paru ce soir était daté du 2 octobre, donc fête internationale de la non-violence, anniversaire de la non-violence. Et qu'est-ce qu'il y a en grande page, en grand dossier du Monde? La résistance non violente des civils de Hong Kong. Et je pense, moi j'ai pas vu la télévision ce soir, j'espère qu'il n'y a pas eu de répression violente. Mais tous ces derniers soirs, on voyait des dizaines de milliers de femmes et d'hommes et de jeunes, tout particulièrement de Hong Kong, non violemment, sur la place publique, qui demandent le respect de la démocratie. Et il y a un grand article en page 2 du Monde, de demain donc, qui montre que les Chinois ont très peur qu'il y ait un phénomène de contagion à la Chine. Très peur. Et alors, c'est toujours fragile, n'est-ce pas, une résistance non violente. Parce il faut peu de choses pour que ça puisse déclencher des violences. D'autant plus que le pouvoir en place, il a intérêt peut-être à lui-même provoquer la violence. C'est ce qu'on appelle les agents provocateurs. Parce que l'État sait qu'il peut beaucoup plus facilement réprimer une action violente que réprimer l'action non violente du peuple. Donc il faut aussi organiser une résistance contre les agents provocateurs. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais
il faut avoir ce souci-là. Si vous avez une action, même en France, un sit-in non violent de 1000 personnes, il suffit de quelques casseurs pour que finalement tout bascule. Enfin, ça ne suffit pas quand même, mais c'est un risque. Alors par exemple, mes amis palestiniens, il y a quelques années je venais chez eux, c'était la première intifada. Et la première intifada, c'était essentiellement une action non violente, mais il y avait quand même les jets de pierre. Alors mes amis disaient, tu sais Jean-Marie, jeter une pierre, c'est pas vraiment violent. Je disais, j'imagine quand même pas Gandhi lancer des pierres aux Anglais, ni Martin Luther King lancer des pierres aux policiers blancs. Alors je leur disais, vous me dites que finalement l'intifada c'est une action non violente avec 10% d'action violente. Moi je dis c'est le contraire, c'est une action violente avec 90% d'action non violente. Et il était évident que ces lancements de pierres étaient totalement contre-productifs. Totalement contre-productifs. Et je crois que beaucoup ont compris que cette action de lancement des pierres n'était pas non violente. Voilà. Pas une question de rigueur moraliste, c'est une question de rigueur stratégique. Alors maintenant, comment on peut s'organiser? Ben ça, on ne parle pas de rien, enfin, il y a quand même de nombreuses organisations qui défendent les droits de l'homme. Ben, il faut rejoindre ces organisations. Et puis quand il n'y en a pas, ben, il faut essayer d'en créer, même si c'est pas facile. Ok, merci. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je rejoins la question de la jeune femme. Et elle disait justement que dans les cours d'école, on est aussi affronté à cette violence déjà chez les tout petits. Et au début, vous disiez qu'il faut leur apprendre le conflit. Tout à fait. Alors, comment leur apprendre le conflit tout en leur apprenant le compromis? C'est pas évident pour les parents. Mais d'abord, c'est les éducateurs. Les parents ne sont pas généralement toute la journée dans les cours de récréation. Bon. Et ça s'expérimente en France. Il y a des associations qui, d'abord, enseignent la médiation non violente aux enseignants eux-mêmes, à l'équipe d'éducateurs. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'aller dans les collèges et parler aux éducateurs. Et puis alors, ils sont allés plus loin et dans certains collèges, ils ont mis en place ce qu'ils appellent la non-violence par les pairs, P-A-I-R-S. C'est-à-dire ce sont des élèves qui sont initiés à la médiation, qui sont reconnus peut-être à l'aide d'un brassard par les autres élèves, et lorsque les élèves sont en conflit, eh bien, ils peuvent venir trouver eux-mêmes les médiateurs peuvent intervenir. Alors la médiation, c'est permettre à ceux qui sont dans le conflit de s'approprier le conflit. Il faut détruire un espace d'affrontement pour construire un espace de rencontre, où ils puissent mettre en parole leur conflit, mettre en parole leur peur, mettre en parole leur frustration, mettre en parole leur colère. Et je vous assure qu'il y a des résultats vraiment tout à fait étonnants dans les collèges, où des enfants reconnaissent qu'en effet, qu'ils sont devenus très amis après avoir été très violents. Donc je crois qu'il faut que... Alors, nous avons obtenu quand même, une loi qui introduit l'éducation à la résolution non violente des conflits pour les enseignants. C'est mon ami Jean-Pierre Sueur, sénateur de Loiret et président de la commission des lois du Sénat, enfin jusqu'à présent, ça va peut-être changer, et qui a fait passer cette loi. Alors, je ne suis pas sûr qu'elle soit mise en pratique dans toutes les universités. Mais on peut se référer à cette loi, parce qu'en réalité, les enseignants sont très demandeurs. Ils savent qu'il y a la violence dans leur établissement, dans les cours de récréation, et ils savent que ce n'est pas en mettant un CRS derrière chaque élève qu'on va résoudre la question. Donc ils sont très demandeurs en résolution non violente des conflits. Donc ça, vraiment, c'est possible, c'est possible. Oui. Si je peux me permettre, je voudrais juste compléter un petit peu par rapport à la question que j'ai cru entendre de la dernière intervenante.
il me semble qu'elle parlait aussi des cours d'école et du coup de très jeunes enfants. Donc je travaille avec des enfants de moins de 4 ans, en dehors de l'école, et je crois aussi que ça s'apprend encore avant l'école, et que c'est aussi permettre aux parents de se rendre compte que si on demande aux enfants trop tôt de ne pas pousser un enfant, de ne pas tirer les cheveux, enfin, voilà, etc., et qu'on bloque tout de suite, l'enfant va aussi intégrer quelque chose de l'ordre du non-respect de sa personne. C'est-à-dire il y a un âge, vers 1 an et demi, 2 ans, où les moyens de s'exprimer ne sont pas la parole, et ça va passer par le corps. Et si aussi on ne respecte pas cette étape-là de l'enfant, et qu'on va tout de suite lui dire non, c'est pas bien, du coup d'être moralisateur, mais quelque chose qu'il ne peut pas comprendre, petit à petit, je crois, et j'en suis témoin, que l'enfant va intégrer que le conflit est la rencontre de l'autre, et aller vers l'autre, c'est quelque chose de négatif. Et je crois aussi que c'est dès ce moment-là, et par ce biais-là, qu'on peut, dans le respect de l'enfant, lui dire que d'aller à la rencontre de l'autre, c'est bien, que quand il va grandir, il va avoir le langage, qu'il va apprendre une autre manière d'aller rencontrer l'autre, et qu'on peut comprendre qu'à ce moment-là, il n'a pas d'autre moyen plutôt que de tout de suite moraliser et dire voilà, c'est pas bien ce que tu fais. Je ne sais pas si c'est clair, mais je crois que c'est vraiment important aussi de respecter l'enfant et d'initier l'enfant très tôt. Vous avez tout à fait raison. Et en élargissant notre réflexion, je crois qu'il faudrait absolument bannir toutes les sanctions corporelles dans l'éducation. Alors des fois on parle d'interdire la fessée, ça fait rigoler tout le monde, parce qu'on dit, on sait bien que, comme dit la sottise des nations, une bonne fessée n'a jamais fait de mal à personne. C'est le symbole peut-être la fessée, mais ce qui est sûr, c'est que toute violence est contre-éducative. Et la violence n'est pas une position de force, c'est une position de faiblesse. L'éducateur doit se faire respecter, mais la violence ne suscite pas le respect, elle suscite le mépris davantage. Et l'enfant va très mal réagir à des comportements de violence, y compris des gens, des fois, au niveau de la parole. Et moi, je suis frappé avec mes petits-enfants, dont j'ai pas fait la garde, c'est que on peut leur parler très tôt, très tôt. Et ils comprennent très tôt, très tôt. On dit parfois qu'ils comprennent dès le ventre de leur mère. Parler à l'enfant, déjà dans la tonalité de la parole, c'est déjà essentiel. Alors, il ne s'agit pas de culpabiliser les parents qui peuvent parfois s'énerver un peu, mais ne jamais justifier. Il faut absolument éliminer toute violence de l'éducation. Alors, on interdit les traitements, mauvais traitements à l'école, on ne l'interdit pas dans la famille. Alors, on dirait que c'est plus compliqué d'interdire dans la famille. Mais il faudrait en tous les cas ne jamais la justifier. Il y a encore beaucoup de progrès à faire quand on sait parfois quelles sont les violences domestiques, comme on dit. On est... Bonsoir. Bonsoir. Merci. Ce soir, merci pour l'explication de Gandhi. Pour moi, bien sûr qu'on est d'accord, non violence. Mais la deuxième pensée, en réalité, que je vois aussi pour moi-même, les gens qui donnent le système non violent. Vous dites là l'enseignement, le système non violence, se pense tout le temps avec moi comment il est mort, la vie par exemple, Jésus par exemple. Ça, il y en a de contradiction, la première situation que se pense tout le temps.
Voilà, hein, le résultat. On annonce nos violences et on est mort par la violence. Le premier. Le deuxième aussi, parce que je vis entre Bali et Strasbourg, par mon travail. Ça veut dire à Bali. À Bali, c'est un petit land, on dit. Quand dans un petit village, on est éduqué, automatiquement, les enfants, plutôt à l'harmonie, la vie, non violence. Alors les enfants, on dirait, parce que maintenant il y en a beaucoup de Français qui installent là-bas, avant il n'y en avait pas, maintenant, les Français, ils m'ont dit, c'est bien, c'est toi. On est bien là-bas. Et je vois pourquoi. Parce que on dirait Bali, elle est gentille, elle est soulie. Dans l'autre côté, quand on ne voyait pas, l'éducation très stricte, très discipline. Et on dit, on ne fait pas ça, c'est mal vu. Et les enfants, ils suivent la situation. Ça, c'est intérieur. Mais extérieur, ça donne la politesse, la harmonie. Le sens de la vie, c'est nos conflits. Mais donc, ceci en Europe, aussi des enfants, aussi mes étudiants, ceci l'ancien professeur à l'université, pour nos violences, c'est-à-dire, je pose la danse de la douceur, je exprime comme ça, la danse de la harmonie. Mais quand je vois les étudiants, mes étudiants, ma fille en Europe, la première fois ici, c'est il faut avoir le résultat de n'importe quel prix. Alors il faut pousser d'abord moi, mais ça sans violence, par la douceur. Comme moi je pratique, tout le monde m'a dit je suis un débile, je suis une idiote, je ne suis pas partie ici parce que moi je n'ai pas appris. C'est réagir. Violence et tout réussir. C'est ça. Et c'est ça, c'est, comme vous savez dire, c'est très bien que l'enseignement, même à l'université, même les jeunes, qu'on parle non-violence. On parle parce que jusqu'à maintenant, ça 3 jours en France, hein, une femme elle est décédée à cause de violence conjugale. On ne parle pas. C'est ça. Et que je me dis, ok pour nos violences, ok pour réagir. Merci pour la soirée. Mais écoutez, je rejoins beaucoup vos réflexions. J'ai l'impression que vous avez dit à un moment donné que je peux être non violent et finalement trouver la mort. C'est ça que vous avez dit? Non, le Gandhi. Ah, Jésus et Gandhi. Ah oui, oui, alors. Martin Luther. Oui, Jésus, Gandhi, Martin Luther King. Bon. Et moi, je ne veux pas ça. Oui, alors, tout à fait. Mais ça, alors, moi non plus. Bon. Et vous non plus, mais c'est ça. Oui, on est bien d'accord. Mais vous savez, en même temps, tous les conflits montrent qu'il y a beaucoup plus de morts dans les conflits violents que dans les conflits non violents. Le nombre de morts, même actuellement, nous sommes tous complètement bouleversés par le nombre des morts qui s'accumulent au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. Autrement dit, j'ai beaucoup plus de probabilité de mourir si je choisis la violence que si je choisis la non-violence. Et puis alors, quand même, si vous voulez, il faut à un moment donné reconnaître que la non-violence, elle a son sens en elle-même, indépendamment de sa réussite. L'action non-violente donne sens à mon existence, donne sens à ma vie. Or, nous avons besoin aussi de sens, pas simplement de réussite. Vous savez, malgré tout, nous mourrons un jour, probablement. Donc, il faut choisir nos risques. Il faut choisir nos risques. Ça veut dire choisir quelque part notre manière de mourir. C'est Gandhi. Oui,
Oui, absolument. Mais, encore une fois, à aucun moment, Gandhi n'a souhaité être tué comme il l'a été. Chacun a voulu véritablement résister et faire valoir les problèmes. En même temps, bon, je ne sais pas si César Chavez, ça vous dit quelque chose. César Chavez, c'est le grand leader américain des travailleurs agricoles. Alors je cite César Chavez parce que César Chavez, lui, il est mort dans sa chaise longue, si vous voulez. Il n'a pas été tué, il n'a pas été violenté. C'est vrai que dans la lutte non violente, on prend le risque de mourir. Mais ce risque-là, je crois que nous pouvons apprendre à le prendre parce qu'il donne un sens. Ce qui fait le courage des violents, pour autant qu'ils ont une cause juste, hein, c'est quand même que quelque part, ils prennent le risque de mourir. Et que celui qui choisit la non-violence, bien, il prend aussi le risque de mourir. Encore que nous ne prenons pas tous les jours. Hein, bon, il faut quand même être dans des situations particulièrement difficiles. Mais je vois des amis syriens que j'ai rencontrés au Liban après que les violences se soient déclenchées en Syrie, me disaient qu'ils étaient prêts à mourir par la non-violence. Mais encore une fois, ils avaient aussi le sentiment que s'ils choisissaient la violence, ils mourraient peut-être beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement. Donc, ça ne peut pas être décisif, le risque de mourir. Il faut que nous le prenions en fonction du sens et puis aussi, malgré tout, dans l'action non violente, voir l'efficacité par rapport aux mobilisations du nombre qui peuvent parfois vaincre la répression. Et puis, aussi, c'est ce que Gandhi disait, alors, chacun choisit selon sa propre conscience. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle absolue. Chacun décide en fonction de ses propres convictions. Et nous ne choisirons pas le même jour les mêmes risques. Chacun, et je crois qu'il faut que nous respections les choix de chacun. Une dernière question pour que Jean-Marie puisse. Non, mais vas-y. Alors, il y a deux questions au fond, on prend les deux questions et on suspendra le débat. Voilà, merci pour tout ce que vous avez dit. Il y a quand même quelque chose que je voudrais peut-être que vous précisiez. Vous avez parlé de la violence nécessaire. Vous avez dit qu'il peut arriver que la violence soit nécessaire, mais qu'elle n'est pas légitime. Or, moi je me demande quand même si aujourd'hui, qui va dire que la violence est légitime? C'est-à-dire que, est-ce que, moi je n'ai pas jamais entendu dire, même dans par exemple l'actualité récente, on nous présente justement des actions violentes comme nécessaires, mais je n'ai pas, enfin j'ai l'impression quand même que dans l'idée des gens, enfin, communément répandue, on ne parle plus ou on n'ose plus, je ne sais pas, parler de violence légitime. Donc j'aimerais peut-être que vous précisiez. On ne parle plus de violence légitime. J'ai l'impression, je veux dire, l'armée, c'est une. Enfin, on délègue à l'armée de métiers, de soins de combattre. On utilise maintenant la technologie, par exemple des drones, pour éviter à des humains de voir celui qui tue. Bon, je pense au bombardement. Le pilote du bombardier ne sait pas finalement, ne voit pas en face les hommes qu'il détruit. Voilà, pour moi c'était un peu une question. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui il puisse y avoir des justifications de la violence comme étant légitime, mais toujours effectivement comme étant nécessaire. Oui, je suis moins sûr que vous. J'ai peur que dans beaucoup de nos concitoyens en France, il y ait l'idée que la violence contre
les milices islamiques, comme on dit maintenant, avec tous les guillemets qu'il faut mettre, est légitime. Vous savez, j'ai peur que pour beaucoup de Français, la violence antiterroriste soit légitime. Alors, vous dites que vous ne pensez pas qu'ils le pensent, je ne veux pas trancher la question, mais je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr, hein. Mais encore une fois, le problème, c'est que, en même temps, je ne suis pas sûr, pour ma part, qu'elle soit nécessaire. Parce que j'ai peur que, alors c'est vrai que c'est inacceptable, ces violences. Ces violences, avec en plus ces décapitations mises en scène, c'est intolérable. Mais comment mettre fin à ces violences? Ce ne sont pas des bombardements qui vont permettre de mettre fin à ces violences, probablement. Au contraire, peut-être même vont-elles renforcer la détermination des extrémistes. Bon. Par conséquent, il me semble qu'il faut absolument que nous puissions inventer des solutions politiques. On ne pourra pas, encore une fois, détruire tous les, entre guillemets, terroristes, tous ceux qui sont armés, et puis alors, c'est tout le problème aussi de la fabrication des armes. Ces armes, qui c'est qui les a fabriquées, hein? Elles n'ont pas été fabriquées dans le désert. Donc on paye le prix. On paye aussi le prix de tout le commerce des armes que nous avons pratiqué depuis des années et des années. Donc je crois qu'il faut absolument que nous puissions arriver à aussi rétablir le dialogue avec ceux avec lesquels le dialogue est possible. On ne peut pas non plus vis-à-vis de l'ennemi le stigmatiser en un bloc monolithique. Presque toujours dans les adversaires, il y a des possibilités de parler. Donc il faut absolument que nous puissions renforcer ces possibilités et éviter la fuite en avant dans le tout militaire. Et actuellement, je crois que c'est le grand risque. Alors, une dernière question qui était... Non? Ah ben non, ben alors voilà. C'était... Peut-être avant de clore la soirée, monsieur l'ambassadeur de... Non, il y avait encore une question? Alors, la dernière. Pour terminer par rapport au sens que peut avoir la non-violence dans notre vie, dans votre premier livre, qui est l'Évangile de la non-violence, vos références étaient l'Évangile. Donc, dans ce sens-là, quel est l'impact chrétien par rapport à ça? Alors, effectivement, mon premier livre en 69, c'était l'Évangile à la non-violence. J'ai pris peut-être du recul par rapport au dogme des institutions chrétiennes, mais je reste convaincu que le sage de Palestine qui vécut au début de la chrétienne, sur la montagne des Béatitudes, incarne la sagesse universelle. Et je reste persuadé, en ce sens, je me sens toujours chrétien. En ce sens, je me sens toujours en connivence avec ce Palestinien nommé Jésus, qui a eu des attitudes de non-violence tout à fait extraordinaires. On pourrait les citer, par exemple, l'attitude de la femme dite adultère. Il ne veut pas lancer la première pierre vis-à-vis de l'enfant prodigue. Et puis toute sa sagesse qui brise la loi du talion. C'est une révolution copernicienne de récuser la loi du talion. Elle pourrait être importante. Donc il y a là en effet un élément de sagesse. Ce qui m'inquiète, c'est que les églises n'ont pas, me semble-t-il, intériorisé ces exigences évangéliques. Et plus particulièrement l'exigence de non-violence. Car je suis persuadé que l'exigence évangélique s'identifie clairement à l'exigence de non-violence. C'était la conviction de Tolstoï qui a une influence sur Gandhi. N'oublions pas que Tolstoï a été excommunié par l'Église orthodoxe. Alors, je vais prendre un dernier élément qui me permet de répondre à une question qui n'a pas été posée, mais dont la réponse m'importe.
c'est la question de l'arme nucléaire. Le MAN, Mouvement pour une alternative non violente, mène une campagne contre l'arme nucléaire et pour le désarmement nucléaire unilatéral de la France. Alors, chaque citoyen est concerné. L'arme nucléaire, c'est la préméditation d'un crime contre l'humanité, qui ferait des centaines de milliers, probablement des millions de morts. Il n'y a aucun scénario possible qui permet d'envisager l'utilisation de l'arme nucléaire. Elle est évidemment moralement totalement inacceptable, mais elle est stratégiquement totalement infaisable. Alors j'ai la faiblesse de penser que dans la République laïque qui est la nôtre, les responsables spirituels ont une responsabilité qui leur est propre. En France, notamment, je pense que les évêques catholiques, mais les responsables aussi des églises protestantes et de toutes les religions, ont une responsabilité qui leur est propre. Et j'ai personnellement, parce que c'est ma culture, interpellé l'ensemble des évêques pour leur demander d'affirmer haut et fort qu'il y a une contradiction entre la préméditation d'un crime contre l'humanité et l'évangile de Jésus. Je dirais, il suffit d'être athée pour le comprendre. Il ne faut pas avoir fait de grandes études de théologie. C'est même peut-être un handicap d'avoir fait trop d'études de théologie. Bon. Malheureusement, je dois dire que l'ensemble des évêques n'a pas souhaité prendre position contre l'arme nucléaire. Elle s'en tient, même si elle ne l'a pas dit publiquement, je le sais, à la théorie du désarmement mondial. Alors on est pour le désarmement mondial de tous les États. Moi aussi je suis pour le désarmement mondial. Mais je crois que vivre toute exigence spirituelle, et notamment toute exigence évangélique, je ne dois pas attendre qu'il y ait l'accord du monde entier pour commencer à le vivre. L'essence même de l'exigence éthique, c'est d'être unilatéral. L'affaire des autres, c'est leur affaire. Mon affaire, c'est ma responsabilité. Et je pense qu'il est de la responsabilité de tous les citoyens français responsables d'exiger le désarmement unilatéral de la France. Et notamment pour ceux qui se retrouvent encore dans l'évangile chrétien. Voilà, merci d'avoir permis de préciser ce point. Plus de questions, mais une ultime intervention avant ta conclusion. Oui, bonsoir. J'aimerais faire une annonce dans le prolongement de ce que vous nous avez expliqué. À Strasbourg, pour la 3e fois consécutive, un petit groupe de croyants, musulmans et chrétiens s'attelle à la tâche de monter une pièce de théâtre. C'est à l'initiative d'un chrétien et d'une musulmane qui se sont rencontrés sur un forum de discussion, qui se sont rendus compte qu'ils se connaissaient très mal. Et ça a donné naissance à 2 pièces de théâtre jusqu'à présent. Une première qui partait de l'histoire réelle de la rencontre de François d'Assise avec le sultan. Ensuite, nous avons écrit une pièce qui s'appelait Noël au balcon, Ramadan au tison. Et la 3e fois, c'est maintenant. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir, prendre contact avec le GAIC, c'est le groupe d'amitié islamo-chrétienne. Et il n'y a pas besoin d'être ni musulman ni chrétien pour participer, puisque notre projet actuel, c'est de partir de l'idée de la construction d'une maison pour tous, avec la métaphore d'un architecte, et de savoir qu'est-ce qui est nécessaire pour faire une société pour tous. Alors, je ne vais pas faire de conclusion parce que je crois que Jean-Marie a suffisamment bien parlé pour qu'on n'ait pas besoin de conclure. Simplement, monsieur l'ambassadeur de l'Inde souhaiterait encore, avant la fin de la séance, transmettre un message à Jean-Marie Muller. Donc, je lui laisse la parole et je pense que Kaushik va traduire. I'm very happy to attend this conference, though I was not able to follow all the discussion. But what I could understand is that Professor Muller explained the non-violence philosophy of Gandhi, and there were questions about
how this non-violence can be practiced in real life. It's a challenge for all of us to follow the philosophy of non-violence in our real life. And in India, certainly we have not been successful in doing so. But we have tried. So I'm very happy to be here and to take part in this discussion. And thank you very much for your lecture. It was wonderful. Je vous remercie pour être là et je suis très content d'être là ce soir pour écouter cette conférence de professeur Jean-Marie Muller. Même si je n'ai pas compris tout, j'ai appris quand même pas mal de choses pour cette initiative. Non-violence, c'est quelque chose de très important pour nous tous et peut-être l'Inde n'est pas encore 100% non-violence, j'admets, mais on apprend chaque jour pour être harmonieux. Et donc, encore un grand merci à professeur Muller pour cette soirée. Alors, monsieur l'ambassadeur voudrait aussi donner cette tissu de khadi. Khadi, comme vous connaissiez, c'est le symbole de mouvement gandhien. Khadi, c'est un tissu encore fabriqué dans les différents centres gandhiens en Inde, et notamment par les gens qui sont très démunis. Les tissus de coton ou de soie, qui est un produit naturel, donc quelque part, il appelle vers l'écologie, plus vers la nature. Deuxièmement, travailler avec des gens qui sont très très pauvres ou diminués, ça veut dire que c'est un véritable travail de réinsertion sociale et également, je dirais que c'est une économie durable parce que quelque part, Khadi est subventionné par le gouvernement indien que c'est travail. Et j'aimerais, comme madame a dit, annoncer également que demain, c'est le 2 octobre, la journée internationale de non-violence. Donc vous êtes cordialement invités devant le statue de Mahatma Gandhi à 17h pour faire le hommage à cet grand homme dont on a parlé autant ce soir. Et justement, demain également, au lycée Jean Rouston, on a essayé de faire un premier challenge à Strasbourg. C'est un premier en France d'ailleurs, qu'un lycée qui a une section de métiers de mode va utiliser cette khadi qui était donnée par le gouvernement indien. À peu près 60 mètres de khadi est venu du gouvernement indien par le biais de l'ambassade de l'Inde. Et les lycéens de Jean Rouston de métiers de mode a créé les vêtements. Et donc on va avoir un défilé de mode demain. Donc ça serait à partir de 15h. Donc si vous ne travaillez pas, si vous avez la possibilité de venir, vous êtes bienvenus à Jean Rouston à partir de 15h. Le premier prix de cette va être un billet de l'avion qui a été donné par Air India pour visiter l'Inde et notamment le centre gandhien et en retour peut-être aussi le National Institute of Fashion Design en New Delhi, l'Institut national à la mode en New Delhi. Donc c'est une petite chose qui en a commencé, peut-être l'année prochaine plus de lycéens d'Alsace vont participer. Cette année seulement Jean Rouston, mais je crois, je suis optimiste pour l'année prochaine, ça sera encore plus grand. Et donc votre présence d'avant le statut de Gandhi, d'avant Jean Rouston, va initier, comme disait Jean-Marie Muller toute la soirée, qu'il faut commencer quelque part, il faut trouver une politique et une stratégie. Voilà, donc voilà, c'est la stratégie qu'on a trouvée entre l'ambassade de l'Inde et notre petite association qui s'appelle Inde Alsace. Si vous avez des autres idées, on est bien
Bien sûr, comme Madame a parlé de cette idée qui est extrêmement intéressante, donc tout cet outil, comme disait Jean-Marie Moulin, est très important aujourd'hui. Et comme tu disais, pour politiser, n'est-ce pas, cette non-violence, mais politiser comment? Petit à petit par les citoyens eux-mêmes. Merci beaucoup. Deux petites informations encore avant de clore enfin, on va finir la soirée, mais avant que les gens parlent, deux petites informations que vous trouvez sur la table là-bas vers la sortie, des ouvrages de Jean-Marie Muller, s'il y a des gens qui sont intéressés pour en acquérir. Et il y a ce soir plusieurs mouvements non violents alsaciens, donc j'ai cité le mouvement pour une alternative non violente, le mouvement international de la réconciliation, il y a aussi Claude Dussoc. Donc si des gens sont intéressés par les activités de ces associations non violentes locales, ils peuvent laisser leurs adresses mail là-bas sur la table et puis on les recontactera. Voilà. Merci et bonne soirée.